Bonjour à tous et à tous, je suis Rebecca Lissa, la directrice et la dirigeante de Bien-être Autisme. J'accueille aujourd'hui Julie Bouchonville, qui est elle-même autiste et qui est rédactrice de nos articles de blog. Aujourd'hui, on va vous parler d'autisme vu de l'intérieur. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui, Julie. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours, des questions fréquentes et de conseils pratiques. Parfait, c'est un vrai plaisir d'être là. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu t'es interrogée sur ton fonctionnement et comment tu as envisagé le diagnostic de l'autisme? Oui, oui, bien sûr. J'ai toujours été une gamine un peu, étrange, que ce soit au niveau, des centres d'intérêt, de la manière de parler, des relations sociales. Une anecdote que je raconte souvent, c'est que, à la maternelle, j'avais demandé à ma mère d'où tous les autres enfants se connaissaient, puisqu'ils avaient tous l'air d'avoir reçu une espèce de liste d'instructions que clairement moi j'avais pas, et du coup je pensais qu'ils se connaissaient peut-être d'ailleurs et que c'était pour ça que voilà, ça passait vachement bien entre eux. Et en fait non, c'est la chute tragique de cette blague. Donc j'étais très littérale, enfin voilà, j'avais plein de spécificités qui rétrospectivement font penser à l'autisme. Quand j'avais 8 ans, j'ai eu un diag d'HPI, dont avec le recul, je me dis que c'était pas terrible, parce qu'en fait, toutes mes bizarreries, toutes mes spécificités par la suite ont pu être mises sur le dos de ça. Et peut-être que c'est moins le cas à l'heure actuelle, mais en tout cas à l'époque, quand il y avait un diag d'HPI, bah, il n'y avait pas vraiment d'intervention qui s'en suivait. C'est-à-dire qu'on se disait, bah non, la gosse elle est HPI, tant mieux pour elle, quoi, c'est plutôt bien. Et puis elle n'a pas besoin d'aide dans rien, alors qu'en fait j'avais besoin de beaucoup d'aide dans tout, peut-être pas tout, mais beaucoup de choses. Et donc ça m'a vraiment desservie. HPI, donc c'est-à-dire haut potentiel intellectuel. Est-ce que tu pourrais nous dire justement quels sont les points négatifs de ce diagnostic? Oui, alors déjà, il fait pas réellement consensus à l'international, c'est-à-dire que, tous les pays, reconnaissent pas le HPI comme un diagnostic valable de quelque chose. Et pour être honnête, le diag d'HPI, en tout cas tel que je m'en rappelle, je sais pas comment il est fait de nos jours, mais c'était vraiment une espèce de capacité à, à assembler des suites logiques et à avoir un bon vocabulaire. Sensoriellement, il y avait quelques petites spécificités qui pouvaient être notées, mais c'est à peu près tout. Donc on pourrait arguer que c'est un peu léger comme base diagnostique de juste, waouh, je me rends vachement bien compte de quel carré va en numéro 3 après les 2 premiers carrés qu'on m'a montrés, tu vois? Il y a un côté, d'accord, c'est tout. Donc déjà, il ne fait pas consensus à l'international. Également, il y a pas mal de gens, et j'avoue que j'en fais partie, qui ont un peu tendance à considérer que HPI, c'est peut-être une étiquette plus intéressante ou plus valorisante à mettre sur une personne qui est autiste et qui n'a pas besoin de tant d'intervention que ça, et surtout qui a une relativement bonne capacité à parler, ou qui serait peut-être hypersensible et qui a une bonne capacité à parler. Donc, si des gens sont contents de leur diagnostic d'HPI, grand bien leur face, et je veux certainement pas leur retirer ça, mais moi, en tout cas, ça m'a plutôt desservie, et il y a pas mal de gens qui, à l'heure actuelle, sont un petit peu en train de revenir de ce diagnostic, parce qu'il y a un côté, on te dit que t'es HPI, on met tout ce que tu fais sur le compte du HPI, et après on te lâche dans la nature, parce que t'as pas besoin d'aide, t'es brillant. Et j'ai aussi l'impression qu'il y a ce phénomène où quand on est intelligent, on peut pas être autiste à la fois, comme si l'autisme voulait dire déficience intellectuelle. C'est une très très bonne remarque, je suis absolument d'accord avec toi. Il y a vraiment cette idée de bah non, voilà, comme tu dis, t'es intelligent, donc t'es pas autiste. Ce qui déjà est vachement capacitiste, et puis qui ignore méchamment la réalité du terrain, parce que l'intelligence et l'autisme n'ont pas réellement de corrélation. Il y a des autismes qui ont des déficiences intellectuelles ou des retards intellectuels, oui, c'est vrai, mais c'est pas tous les autistes, c'est même pas la majorité des autistes. Et bien sûr, il ne faut pas ignorer ceux qui sont dans cette situation, mais il ne faut pas non plus dire que c'est 100% des cas d'autisme. C'est pas vrai. Bien sûr, les autistes qui ont aussi un retard intellectuel sont vachement plus notables, donc on les repère beaucoup plus facilement, bien sûr, mais ça ne veut pas dire que ça représente 100% des cas, loin de là. Donc ouais, le HPI, moi, pas trop fan. De nouveau, si les gens aiment bien leur diagnostic, grand bien leur face, je veux certainement pas leur prendre. Donc voilà, je suis une gamine bizarre, je prends tout littéralement, j'ai pas de compétences sociales, j'ai des spécificités sensorielles un peu étranges, j'ai de la prosopagnosie aussi, genre je suis méchamment, méchamment prosopagnosique, donc je reconnais pas les visages. Euh, Là, souvent, les gens me disent ah, mais moi aussi, des fois, je ne reconnais pas les visages, mais non, je ne reconnais pas le visage de mon mari. Euh, je ne reconnais pas mon visage. Donc, voilà, c'est fort quand même. Euh, et, euh,
Et donc je suis cette gosse bizarre et plusieurs fois au cours de recherches que j'ai pu faire, je me suis dit: «Bah, écoute, peut-être c'est l'autisme» puisqu'il y avait quand même pas mal d'éléments qui collaient. Mais d'une part, j'ai l'impression que beaucoup de la littérature sur l'autisme, elle est écrite par des personnes qui sont externes à l'autisme, c'est-à-dire que c'est plus des descriptions de ce à quoi l'autisme ressemble de l'extérieur, ce qui est pas toujours la même chose que la manière dont il est vécu de l'intérieur. Parfois même, c'est très différent. D'une part, il y avait ça et d'autre part, il y a aussi que le stéréotype de l'autisme, c'est quand même un petit garçon de 7 ans et comme j'étais pas un petit garçon de 7 ans, je me disais: «Bon, bah, finalement, c'est peut-être pas moi, c'est autre chose, mais je sais pas trop quoi». Et c'est resté un peu en suspens jusqu'à ce que, dans le cadre d'un sujet complètement différent, je vois un psychologue qui, un peu au débeauté, me dit: «Mais sinon, pour l'autisme, on fait quoi?» Et je lui dis: «Quel autisme?» Il fait: «Ah, vous ne savez pas?» Je pense qu'il s'en a un peu voulu puisque c'était un peu maladroit de sa part, mais bref. Et donc là, on a fait du dépistage et le dépistage disait: «Bah ouais, quand même, hein, parce que, parce que quand même». Et Quand tu parles que tu n'es pas le petit garçon de 7 ans, c'est-à-dire que tu veux parler en fait des critères diagnostiques qui correspondent aujourd'hui à un petit garçon de 7 ans et qui finalement excluent beaucoup de personnes. Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a une part de critères diagnostiques, mais à la limite, quand les critères diagnostiques sont bien appliqués, c'est-à-dire typiquement si on fait un test de dépistage avec un psychiatre ou un psychologue et que cette personne sait ce qu'elle fait, et normalement c'est le cas, les critères de diagnostic peuvent tout à fait s'appliquer, je dirais à un éventail plus large. Mais, moi en tout cas, il y avait vraiment cette idée de, j'ai envie de dire de la caricature un peu de l'image générale de l'autisme qui est vraiment associée à un jeune garçon. Un jeune garçon passionné de train. Et je n'étais même pas passionné de train, moi je suis un autiste de type dinosaure, comme tu le vois. Donc les trains, ça me laisse de marbre. Et donc, ouais, il y avait au-delà des critères diagnostiques, il y avait vraiment cette image associée à l'autisme dans laquelle je me reconnaissais pas et qui, du coup, me faisait me dire, mais en fait, c'est peut-être pas moi. Ce qui est pas une démarche très scientifique, hein, je l'admets bien volontiers. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, on a tous un peu cette sensation que déjà, premièrement, l'autisme concerne plus les garçons. Ce qu'il faut comprendre, c'est que un neurotype, que ce soit l'autisme ou le TDAH, et se manifeste différemment chez un garçon que chez une fille. Une fille, elle va tendance à avoir beaucoup plus d'intériorisation, malheureusement, mais ça concerne un peu tous les sujets, pas que l'autisme, hein. Une fille, elle va beaucoup plus intérioriser, elle va avoir d'autres réactions, etc. Et ça, c'est vrai que c'est pas beaucoup pris en compte. Enfin, ça n'a pas été pris en compte pendant longtemps, plutôt. Mhm. Et du coup, on a ce truc de, il y a plus de garçons autistes. Et pendant longtemps, c'était vrai. Oui, 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 absolument. C'est d'ailleurs, je pense, un élément vraiment intéressant sur ça, c'est que pendant longtemps, il y avait plus de garçons autistes, mais on considérait que les filles étaient autistes plus graves. Ce qui suggère un énorme biais au niveau du diagnostic, c'est-à-dire que quand une fille est si évidemment autiste qu'on ne peut pas le louper, alors ok, on la diagnostique, mais toutes les autres, on ne les diagnostique pas, elles passent à travers les mailles du filet. C'est bien la définition d'un biais au niveau du diagnostic, et effectivement, à l'heure actuelle, l'écart commence à se creuser maintenant qu'on a quand même une tendance au diagnostic qui est un peu plus fine. Elle n'est pas encore parfaite, mais elle s'améliore. L'écart est effectivement en train de se rattraper. Pardon, je crois que j'ai dit creuser, mais il se rattrape. On a un peu plus de femmes qui sont diagnostiquées. Mais effectivement, la manière dont les gens sont sociabilisés influence énormément sur leur comportement, et ce, peu importe leur neurotype. Et puis, quand tu parles de petits garçons, je suppose que c'est parce que on a vraiment ce truc de dire, bah, il y a des enfants autistes, et puis en fait d'oublier que ces enfants deviennent adultes et qu'il y a des adultes autistes aussi. Oui, c'est une excellente remarque. Je pense qu'il est vrai aussi pour le TDAH, hein. Le TDAH, il y a un peu cette idée de c'est une maladie d'enfant, alors que les adultes TDAH existent, ils disparaissent pas magiquement, hein. Je pense que tu peux en parler bien mieux que moi. Oui, si tu étais autiste enfant, eh ben, tu seras autiste adulte. Ça va sûrement se manifester autrement, entre autres parce que quand on est adulte aussi, on maîtrise un peu mieux sa vie, donc on peut éviter les situations dont on sait qu'elles sont vraiment pénibles pour nous et qu'elles vont générer des manifestations très visibles de notre neurotype. Mais oui, on reste adulte, les adultes autistes continuent d'exister. D'ailleurs, à l'heure actuelle, en France, c'est aussi un peu un problème parce que pour les adultes autistes qui ont besoin de beaucoup d'aide, beaucoup d'encadrement, il n'y a pas une infinité de solutions, et ces solutions, elles sont souvent un peu saturées, parce qu'on ne va pas mettre une personne qui n'en a pas besoin en hôpital psychiatrique, ça n'a pas réellement de sens, mais si elle a besoin d'un accompagnement au quotidien, qu'est-ce qu'on en fait concrètement?
est-ce que tu pourrais nous dire, en tant qu'adulte autiste, comment tu perçois le monde aujourd'hui? Oui, oui, oui. Alors, comme je le disais justement, ayant vachement de contrôle sur ma vie, beaucoup plus qu'en tant qu'enfant, je suis rarement dans une situation qui est très pénible pour moi. J'ai beaucoup de chance à ce niveau-là, c'est un privilège. D'être capable de dire, «Bah, non, je vais pas aller, ici». Par exemple, je suis assez sensible au bruit visuel, donc s'il y a de l'agitation, s'il y a beaucoup de mouvement ou peut-être des couleurs très criardes ou des choses qui clignotent, ça m'épuise vraiment très, très vite. Ça fait un peu pitié limite. Heu, bon, en tout cas, ça me fait un peu pitié, mais c'est OK. Donc je vais éviter, typiquement, d'aller dans un grand magasin ou un centre commercial, c'est le genre de choses que je vais vraiment éviter. Au niveau sensoriel, j'ai quelques spécificités d'aversion, c'est-à-dire il y a par exemple des textures que je supporte pas, mais dans l'absolu, je serais plutôt souvent en recherche de stimulation sensorielle. J'aime bien, je fais souvent énormément de sport parce que j'ai vraiment besoin de beaucoup de mouvement pour être bien équilibrée. Donc au niveau sensoriel, ça va ressembler à ça. Je pense que ma façon de voir le monde autiste que je trouve assez chouette dans l'absolu, c'est que j'ai assez peu de biais sur les gens, c'est-à-dire j'ai assez peu de normes sociales que j'ai à ingérer. Et donc, quand je rencontre une personne, souvent, j'ai assez peu d'a priori sur elle, tant qu'elle n'a rien fait et tant qu'elle m'a rien dit, parce que j'associe peu de choses à une apparence stéréotypique. Ce qui, je pense, est plutôt une force qui parfois peut mener à des surprises, parce que je constate pas que quelqu'un est en train d'avoir un comportement pas terrible, qui est en train de dire à tous les gens autour que c'est un pickpocket, et puis moi, je m'en rends pas vraiment compte jusqu'à ce qu'on ait une interaction. Mais, euh, mais, mais voilà, dans l'absolu, ça me sert plutôt bien. J'ai une anecdote assez fun d'être dans un bus bondé et il y a une place libre à côté d'un mec qui est de manière extrêmement évidente pour tous les gens autour un dealer de drogue. S'il l'avait tatoué sur le front, ce serait sans doute plus discret. Mais moi, je m'en rends pas vraiment compte et donc je m'assieds à côté de lui. Et puis en le voyant du coin de l'œil, je me rends compte que ah oui, vraiment, tu as toute la panoplie du dealer de drogue sur toi. Il n'a pas étalé ses sachets de cocaïne, mais on n'en était pas loin. Et type très sympa qui a d'ailleurs fini par prendre un chewing-gum dans sa poche et me tendre aimablement la boîte de chewing-gum. Vous en voulez un? J'étais, oh, merci monsieur le dealer de drogue, vous êtes bien aimable. Voilà, donc j'ai beaucoup de chance de voir le monde comme un endroit plutôt cool, aussi parce que j'ai travaillé à rendre mon monde un endroit plutôt cool. Tu as d'autres particularités sensorielles? J'ai un odorat de chien truffier qui me sert, qui me sert pas tellement au quotidien, mais qui est sympa. Non, sérieusement, j'ai plutôt un très très bon odorat. Ce qui fait aussi que je suis très sensible aux odeurs pas terribles, dont je peux les détecter avec pas grand chose dans la pièce. Mais sinon, je dirais que non, mes particularités sensorielles, c'est vraiment le bruit visuel, c'est ma haine absolue. J'ai certaines textures que j'aime pas trop, et à côté de ça, je suis en recherche de stimulation sensorielle la plupart du temps, donc tout ce qui est sensations fortes, c'est plutôt mon kiff. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé que ton entourage comprenne plus tôt sur l'autisme? C'est une bonne question. Bah, déjà, il y a l'idée de, tous les autistes se ressemblent pas, donc des choses qui ne sont pas caricaturalement autistes peuvent être autistes, en fait, peuvent être typiques de l'autisme. Hem, sinon je dirais qu'il y a peut-être une notion d'accepter que, les personnes autistes vont faire des choses qui sont différentes de la manière «classique» entre guillemets, mais qu'elles vont quand même y arriver. C'est-à-dire qu'on peut contourner le problème d'une manière autre et au bout du compte, on a résolu le problème. Ça a peut-être l'air bizarre, mais ça fonctionne et c'est OK. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui serait pertinent à grande échelle, c'est de se dire que la méthode autiste est parfois un peu bizarre, un peu détournée, mais si elle fait le travail, eh ben, c'est une assez bonne méthode. Tu veux dire être plus tolérant par rapport aux différences de fonctionnement? Oui, c'est ça, et vraiment, au-delà même des différences de fonctionnement, ça peut même être vraiment des différences esthétiques, tu vois? On dit souvent que les autistes, ils ont une démarche autiste assez typique. Je pense que j'avais fait un article là-dessus qui avait pas mal parlé aux gens. Est-ce que c'est gênant qu'un enfant marche sur les pointes de pied, si ça lui fait pas mal, si ça n'abîme pas ses chevilles? Non. Est-ce que c'est gênant qu'un enfant joue en alignant ses jouets plutôt qu'en faisant, l'usage, officiel du jouet? Non, tout ça c'est OK. Donc il y a vraiment une histoire de tolérer la différence, mais tolérer la différence même lorsqu'elle est visible, tu vois? Pas juste: «Ah, je sais que tu penses différemment, mais il faudrait que». C'est vraiment parfois des petites bêtises, mais Donc du coup, arrêter d'essayer de rendre les personnes autistes typiques finalement. ouais, je pense que tu mets exactement le doigt dessus, c'est ça, c'est se rendre compte qu'on va pas être neurotypique et que c'est OK. On va même pas avoir l'air neurotypique et c'est OK. Alors je pense qu'il y a plein de choses que les personnes autistes,
dont c'est utile pour elles qu'elles l'apprennent, même si elles peuvent avoir plus de mal que des personnes neurotypiques. Tu vois, je pense par exemple à lire. Est-ce que c'est utile de savoir lire? Oui, bien sûr. Même si la personne galère un peu plus, mais qu'elle est quand même capable d'apprendre à lire, bah oui, c'est bien de l'encourager. Mais on n'est pas ici sur un mode de fonctionnement, c'est juste une aptitude à acquérir. Mais essayer d'espérer qu'une personne autiste va avoir l'air neurotypique et se comporter dans tous les aspects de sa vie comme une personne neurotypique, ça marchera pas. Et arrête-moi si je me trompe, mais je pense aussi qu'il y a un vrai risque de burn-out autistique si on se force à masquer constamment et à faire semblant parce qu'on aimerait qu'une espèce de puissance supérieure valide qu'on a l'air typique. Oui, c'est ça en fait, exactement. C'est qu'on entend des fois la personne, bah finalement, elle en est capable. Oui, mais ça lui coûte en fait, et ça lui coûte tellement plus d'efforts qu'à une personne typique finalement, que bah il y a une espèce de burn-out autistique qui va se générer, et la personne, malheureusement, elle va faire une grosse régression, et donc du coup, c'est dommage d'arriver à Bien faire un sûr. gros pas en arrière, alors que finalement, si on avait laissé peut-être certains comportements autistes se faire, qui sont pas dérangeants, on aurait pu continuer à progresser. Ouais, ouais, tout à fait, je te rejoins absolument là-dessus. Voilà, le burn-out autistique, c'est vraiment pas un moment fun, c'est quelque chose qui est très pénible pour la personne. Tu parles de régression et ça peut être le cas, et au-delà de ça, il y a vraiment le mal-être, quoi. Est-ce que tu as envie d'envoyer ton proche dans l'équivalent d'une dépression pendant 1 mois et demi, juste parce que tu tenais absolument à ce qu'il se time pas dans un magasin? Ça paraît cher payé. C'est sûr. Merci beaucoup pour ton témoignage sur ton parcours personnel. On va maintenant passer aux questions les plus fréquentes. Donc, la première qui, c'est du lourd. C'est est-ce que d'après toi, toutes les personnes autistes vivent les mêmes difficultés sensorielles? C'est une bonne question et la réponse est non. C'est-à-dire que dans les critères de diagnostic, on va parler, soit d'une hypersensibilité, soit d'une hyposensibilité qui peut concerner tous les sens. Par définition, on se rend bien compte que d'une personne à l'autre, ça va être assez variable. Donc effectivement, il va y avoir des gens qui vont pas supporter certains stimulus sensoriels, d'autres qui vont être en recherche de certains stimulus sensoriels, et c'est même variable pour la personne d'un sens à l'autre. C'est très variable et on vit tous des expériences, différentes. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu des hyposensibilités et des hypersensibilités? Oui, 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 on peut prendre l'exemple d'une personne, lambda qui va, par exemple, ne pas supporter, certains stimulus. Souvent je prends l'exemple, tu sais, de l'étiquette dans le t-shirt là, le truc qui peut tuer, peu ou prou. Et donc on peut avoir une personne qui ne supporte pas ce genre de stimulus qui sont très précis, qui peut même l'interpréter comme de la douleur et le vivre comme de la douleur, mais qui, à côté de ça, va être en recherche, d'une stimulation vestibulaire, par exemple, donc tu sais le vestibule de l'oreille interne, et qui va adorer se balancer sur une balançoire pendant des heures, peut-être même à une vitesse où ça mettrait la nausée à quelqu'un d'autre. Mais pour cette personne-là, c'est hyper satisfaisant à cet instant-là. Tu vois, on est sur un cas de hypersensibilité à un truc et hyposensibilité à un autre, et du coup, la personne, par son comportement, en fait, ajuste. Et c'est même variable d'une personne à l'autre, comme je disais, mais même pour la même personne, ça peut être variable, c'est-à-dire qu'il y a des jours où on va tolérer une texture en se disant bon, c'est pas ma préférée, mais soit, et il y a des jours où la même texture peut nous réduire en larmes. Donc, c'est-à-dire qu'on peut être hyposensible et hypersensible à la fois. Ouais, 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 tout à fait. Ok. Mais comment peut-on réagir face à ces surcharges sensorielles en tant que proche? C'est une très bonne question. Je dirais que la gestion de crise, c'est d'abord donc se rendre compte de ce qui se passe. Donc la personne, son cerveau est en train d'avoir trop d'informations d'un seul coup et parvient pas à les gérer. Donc la première chose à faire déjà, c'est éviter de lui poser plein de questions, de lui faire plein de remarques. Des trucs comme ça va pas, tu te sens pas bien, tu veux qu'on fasse ci, tu veux qu'on aille là, c'est la lumière qui t'embête, c'est les néons qui t'embêtent, c'est parce qu'il y a trop de bruit, tu penses qu'il y a trop de bruit. Machinette, donne-moi les boules qu'elle si elle pense qu'il y a trop de bruit. Euh, tu vois, je te le fais depuis 10 secondes et c'est déjà relou. Et donc forcément, ça, on va vraiment essayer de l'éviter au maximum. Donc toutes les interrogations, on peut les mettre de côté. Je pense que la meilleure approche, et l'équilibre exact, c'est vraiment à faire en fonction d'une personne à l'autre, c'est de prendre la main, mais avec une douceur ferme. C'est-à-dire, on va pouvoir dire quelque chose comme attends, je vois que t'es pas bien, viens, on va se mettre au calme. Donc si on est à la maison, la personne peut s'asseoir là où elle est, tu vois, ou aller dans sa chambre, ça c'est elle qui voit, mais juste prendre un moment pour être au calme. On peut la laisser seule si elle aime bien ça, on peut rester près d'elle si elle aime bien ça. Si on est dans un lieu public, ça va être effectivement essayer de la guider vers un endroit un petit peu plus calme. Ça peut être les toilettes du musée, ça peut être une salle de pause,
Ça peut être simplement un coin où on est hors du chemin et où on va pouvoir juste attendre et attendre que le gros de la vague passe en fait. Donc prendre la main gentiment en annonçant ce qui se passe aussi pour pas attraper la personne et juste se mettre à la piloter comme ça, comme une espèce de poupée qu'on déplace parce que c'est assez stressant forcément. Et attendre que la situation se stabilise un peu. Ça peut prendre plusieurs minutes, peut-être même plusieurs dizaines de minutes. Mais c'est OK en gros. La personne, elle est en train de vivre un moment pas cool, mais elle est pas en danger, elle va pas. Et il va rien lui arriver de pire que ce qu'elle est déjà en train de vivre pour peu qu'on n'augmente pas la stimulation. Donc ça va faire qu'elle est mieux dans les minutes qui suivent, même si c'est parfois un peu long. C'est bien de pas lui parler. Si on a mis au point un protocole en amont, par exemple, si on sait que la personne nous a dit ah quand je suis comme ça, j'aime bien pouvoir écouter de la musique et fermer les yeux, bah on peut lui donner le matériel nécessaire pour, bien sûr. Et une fois que le gros de la crise est passé, c'est bien idéalement de pouvoir peut-être changer les plans de la journée pour faire que les choses calment, voire rentrer si on était par exemple en vadrouille en train de faire des courses. Parce que si on vient d'avoir un moment de surcharge sensorielle, il est assez probable qu'on en ait un autre bientôt, puisque ça a déjà fatigué tout l'organisme et que la fatigue, bah, c'est un facteur aggravant pour les surcharges sensorielles. Donc voilà, pas poser de questions, mettre la personne au calme, attendre gentiment que ça passe sans lui parler. Si on a établi un protocole, le suivre et ensuite faire des trucs calmes parce que la journée est un peu compromise. Ok, très bien. Merci. Et du coup, quelles sont les idées reçues les plus fréquentes que tu vois? Ah, c'est une très bonne question. Il y en a plusieurs. Je dirais qu'il y en a d'abord deux qui existent en système. C'est l'idée à la fois qu'il y aurait une espèce d'épidémie d'autisme, en tout cas de diagnostic d'autisme, et en même temps l'idée que le vrai autisme, c'est réservé à la case justement des jeunes garçons qui ont 5-6 ans là. Et donc je ne sais pas bien comment ça se passe dans l'esprit des gens qui ont ces idées reçues, qui se disent peut-être qu'il y a une espèce de cabale de médecins comme ça qui distribuent des diagnostics en échange d'un pain au chocolat, et qui eux-mêmes les distribuent comme des petits pains. Et je ne sais pas ce qu'on s'imagine que ces médecins auraient à gagner, mais en tout cas, il y a un peu cette idée de tout le monde et n'importe qui peut avoir un diagnostic d'autisme. Ce qui est un peu une blague pour les gens qui sont inscrits dans les CRA et à qui on dit qu'il y a 18 mois d'attente. Mais voilà, donc il y a cette idée du diagnostic d'autisme, enfin, pardon, de l'épidémie d'autisme, qui est fausse, hein, factuellement. On a un peu plus de diagnostics ces dernières années parce que les critères ont été un petit peu plus ont été un peu revus, aussi parce qu'on se rend compte que l'autisme est un peu plus polymorphe que ce qu'on aurait pu croire au premier abord. Donc il y a effectivement un petit peu plus de diagnostics, mais on n'est pas du tout passé du simple au triple. Il faut pas s'imaginer qu'il y a une espèce d'usine à autisme comme ça qu'on a enclenchée et qui maintenant, pouf, 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 elle les sort. Donc on n'en est pas là. Également, une que j'aime beaucoup, c'est on est tous un peu autistes. Qui, je pense, part d'une bonne intention. Je pense qu'il y a une vraie volonté de dire ah, mais ce que tu ressens, t'inquiète pas, moi aussi, je le ressens aussi. Et puis, n'aie pas peur, quoi. C'est pas l'autisme, t'es juste humain, t'es juste fatigué. L'intention est charmante, mais dans les faits, souvent, ce qu'on entend, c'est bah non, t'as tort, en fait. Ton identité, elle est pas vraie. Je comprends très bien ça. C'est mon fils et moi, on est TDAH tous les deux. Et c'est vrai que quand je dis que j'oublie des choses, on me dit toujours, ah Mm. bah moi aussi, comme si en fait tout le monde était un peu TDAH. Mais ce qu'ils comprennent pas, ces gens-là, c'est que ça dépend de l'impact et de la régularité qu'il y a de symptômes dans nos vies. Sinon, on ne parlerait pas de handicap en fait. Bah oui, bien sûr. D'ailleurs, est-ce que tu auras une anecdote amusante d'oubli à partager avec nos auditeurs? Alors oui, la plus grosse, je pense que mon copain aime bien raconter en famille, c'est que moi, par exemple, c'est pas que j'oublie mes clés, c'est que j'oublie de mettre l'eau dans la casserole quand je mets la casserole à chauffer. Ou alors, une autre version aussi, c'est que je mets l'eau, je mets les œufs, il n'y a pas de souci jusque-là. Sauf que j'oublie que la casserole elle est sur le feu, je veux faire autre chose. Et puis tout à coup, j'entends un œuf qui explose parce que l'eau, elle a commencé, elle s'est échappée, quoi. Et restant que les œufs, ils ont surchauffé et boum, ça a explosé. Les fameuses grenades incendiaires à base d'œufs. Voilà, c'est ça. Donc mon plafond s'en souvient très bien. C'est ouais, bah voilà, je pense que tu as tout dit, hein. Il y a l'idée de certes, les traits qui sont liés à des pathologies, c'est des traits qui existent chez tout le monde, parce que tout le monde est humain jusqu'à preuve du contraire. Donc forcément, il n'y a pas comme ça un trait de personnalité qui sort absolument de nulle part. Ce serait pas trop possible. Mais il y a, comme tu dis, une notion de fréquence, une notion de régularité, une notion de durée sur le temps aussi, parce que
souvent ça fait des années que c'est une situation, et une notion d'impact. C'est est-ce que oublier tes clés, ça t'empêche de fonctionner? Oui, non, ça c'est à chacun de dire, bah oui, ça m'empêche ou non, ça m'empêche pas. Et quand on parle, comme tu dis, de TDAH, bah, les gens TDAH, ils ont des vrais problèmes, quoi, professionnels, personnels, familiaux, ça impacte pour de vrai. Donc ouais, je dirais que ça, c'est mes idées reçues préférées et je rajouterais, l'idée que l'autisme a une seule cause. Quelle qu'elle soit, mais une seule. Tu sais, c'est, «Ah, c'est la faute des écrans» ou, «Ah, c'est la faute des vaccins» ou «Ah, c'est la faute de ta mère». Mais il y a une seule cause et elle est facile et elle est comme ça identifiée et identifiable. Alors que non, désolée. Pourquoi certaines personnes autistes ont du mal à communiquer alors qu'elles sont verbales? C'est-à-dire qu'elles peuvent parler, et qu'elles parlent occasionnellement, mais elles évitent les interactions sociales. Ah, c'est une bonne question. Ici, je me permets juste une précision qui est que c'est pas mon cas. Donc, là, je peux pas parler d'expérience, je peux que parler de témoignages que j'ai recueillis d'autres personnes. Mais, tu peux avoir des cas de personnes autistes qui ont la capacité physique de faire de la phonation, d'utiliser leur voix, mais qui le maîtrisent pas très bien, et qui du coup vont éviter parce que ça les met mal à l'aise, parce qu'elles sont voilà, elles sont pas en confort parce qu'elles maîtrisent mal l'outil. Comme tu peux aussi avoir des personnes autistes qui, vont mal, gérer, l'interaction étendue. C'est-à-dire qu'il y a certes le fait de parler avec sa bouche et de faire du son, mais il y a, l'intonation, il y a les mimiques qui doivent relativement bien correspondre à ce qu'on dit, il y a peut-être une gestuelle du corps, tu vois? Moi, je parle beaucoup avec mes mains, mais c'est pas une évidence pour tout le monde. Tu as, aussi bien sûr le contact visuel qui se fait en même temps. C'est tu vois, là, j'ai aucun contact visuel avec toi depuis le début de cet échange et ça se passe extrêmement bien pour moi. Mais c'est pas facile et surtout, quand c'est pas instinctif, c'est là que ça devient vraiment compliqué parce que toutes ces choses qui se font presque inconsciemment, et bah, il faut les gérer manuellement, si je puis dire. Il faut garder un œil sur tous ces paramètres en même temps et c'est vraiment pas facile. Donc ça peut être un gros obstacle. S'ajoute à ça le fait que tu as pas mal d'autistes qui ont aussi de l'anxiété et qui peut avoir un volet anxiété sociale, ce qui n'aide vraiment pas à avoir des conversations, orales, entre autres. Et enfin, tu peux avoir que beaucoup d'autistes ont eu, lors de leurs interactions, directes, verbales avec, d'autres personnes, a fortiori des neurotypiques, ont eu, en fait, des mauvaises expériences. C'est-à-dire, peut-être du harcèlement, peut-être des rebuffades, simplement quelqu'un qui a réagi un peu bizarrement, avec une expression générale de: «Mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Il est tout bizarre». Et quand on en a eu quelques-unes comme ça, bah, ça crée un a priori négatif sur l'interaction sociale, a fortiori verbale, qui est un peu sans filet. Quand tu parles à quelqu'un, tu peux pas faire plusieurs prises comme nous on est en train de faire avec le podcast, tu peux pas faire plusieurs prises et te dire: «Ah, on va garder la meilleure». Tu demandes à quelqu'un s'il a l'heure ou tu fais un entretien d'embauche, tu peux pas le refaire jusqu'à être satisfait de ta performance. Donc c'est quand même beaucoup de pression. Et tout ça peut être des facteurs qui font que des personnes autistes vont se dire, «Non, moi je préfère pas avoir de conversation avec les gens». Et il y a aussi peut-être ce fait que, une personne qui neurotypique, qui va parler à une personne typique, finalement, comme ils ont du mal à se comprendre, à se connecter, il y a ce côté de, bah, en fait, de toute façon, ça va pas matcher. Ouais, 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 tout à fait, j'ai plus le nom en tête de l'étude, mais il y avait une étude assez géniale sur ça qui montrait que finalement, c'était peut-être pas tant que les personnes autistes avaient du mal à communiquer, que les personnes autistes ont un peu de mal à communiquer avec les personnes typiques, mais les personnes typiques ont aussi du mal à communiquer avec les personnes autistes et en fait, c'est pas tant qu'il y a un gros souci de communication dans l'autisme que les humains ont du mal à communiquer avec des gens qui ont pas leur neurotype, ce qui est pas déconnant comme ça au premier abord. Donc du coup, tu penses qu'il faudrait favoriser les rencontres, avec des neuroatypiques quand on est nous-mêmes autistes? Ouais, 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 absolument, alors de là à dire ne parlez jamais à des neurotypiques, j'irai peut-être pas jusque-là, mais oui, absolument, je pense vraiment qu'il y a enfin, il y a un vrai soulagement, quoi, à rencontrer quelqu'un qui fonctionne comme nous et qui comprend ce qu'on dit quand on lui raconte une anecdote ou un fait ou une expérience de pensée. Donc oui, absolument, si parmi nos auditeurs, il y a des gens qui sont autistes et ils sont la seule personne autiste qu'ils connaissent, je les encourage vraiment à tenter de rencontrer d'autres personnes autistes, que ce soit, il y a des groupes pairs aidants ou comment dire? Des sociétés privées qui organisent ce genre de choses, je sais que ça existe, je me rappelle pas forcément des noms là tout de suite, mais qui organisent des rencontres entre personnes, neuroatypiques, neurodivergentes et parce que ouais, il y a quelque chose de génial à se rendre compte que: «Ah oui, en fait, je suis pas seule et puis en fait, c'est pas moi qui étais con, quoi. Je sais communiquer, au moins un peu, quand la personne en face est prête à entendre».
Oui, et d'ailleurs, je rappelle qu'on a formé un annuaire de spécialistes où justement vous pourrez éventuellement trouver des associations dans votre région qui proposent éventuellement, oui, des rencontres, tout ça. Tout à fait. Très bon annuaire d'ailleurs, Lisa, si je peux me permettre. Et enfin, comment expliquer simplement à un enfant ou à un proche qui ne connaît pas l'autisme et son fonctionnement? Ah, c'est une bonne question. Souvent, je prends la métaphore du smartphone, c'est-à-dire que, si tu prends, un iPhone et un smartphone d'une autre marque qui font à peu près les mêmes choses, mais ils le font différemment. C'est-à-dire tu en as un qui tourne sous Android et l'autre qui tourne sous un autre système d'exploitation, iOS. Mais les 2 font à peu près les mêmes tâches l'un dans l'autre et on pourrait souvent voir la neurodivergence et la neurotypie, et plus spécifiquement l'autisme et le non-autisme comme ça. C'est-à-dire que, les 2 sont humains, les 2 ont grosso modo les mêmes objectifs, hein, à peu près tout le monde veut, une vie sympa et faire des trucs chouettes et se sentir bien, mais tu as des manières de fonctionner qui sont un peu différentes et qui vont amener des différences de comportement, peut-être de manière de parler ou de manière de bouger, mais en dessous, on reste sur des humains et donc des gens qui au final ont peut-être plus de ressemblances que de différences. Je pense qu'on peut vraiment voir l'autisme comme ça, c'est une manière de fonctionner qui est différente, qui a ses spécificités, mais qui change rien à l'humanité de la personne en dessous. OK. Pour finir, on aurait peut-être quelques conseils à donner sur le fait de soutenir les personnes autistes dans leur lieu de travail ou à l'école. Oui, 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 alors, forcément, c'est des conseils très génériques, hein, puisque je connais pas les situations de tout le monde. Moi, je suis une vraie, défenseuse de l'idée que l'union fait la force. Et donc je suggère vraiment aux personnes autistes, comme je disais à l'instant, de rejoindre d'autres personnes autistes. Donc ça peut être via des groupes pairs aidants, sur leur lieu de travail. Si, par exemple, on a une personne qui a des spécificités, qui aurait besoin d'un aménagement de poste, d'aménagement d'horaire, des choses comme ça, éventuellement d'envisager de rejoindre un syndicat sur son travail ou, au sein de sa profession, parce que justement les syndicats sont, historiquement, plutôt doués pour dire, «Eh ben machin, il a besoin d'une aide spécifique XYW et c'est normal qu'il l'ait et si vous voulez pas la lui donner, eh ben, on va en discuter». Donc vraiment pas rester seul face à des problèmes. Essayer de rejoindre soit des gens qui peuvent participer à la résolution du problème, soit des gens qui comprennent le problème de l'intérieur. C'est le cas aussi à l'école. Alors, j'ai conscience que quand on est une jeune personne, on a assez peu de contrôle sur son environnement et donc sur son école, sur ce qui se passe à l'école, et cetera. Donc c'est assez compliqué et dans l'absolu, je pense aussi qu'il y a un problème systémique qui est plus grand, c'est-à-dire que l'autisme pourrait être vachement mieux accueilli dans la société et c'est pas vraiment à l'échelle individuelle qu'on peut changer des choses comme, l'inclusion de l'autisme dans l'école, en sachant que les profs sont déjà souvent, vachement débordés, vachement pas assez payés, beaucoup de soutien de nos collègues profs. Donc à l'école, ça me semble plus compliqué à gérer et là, j'ai pas forcément de suggestions à faire, parce que j'ai conscience que tout le monde fait sûrement déjà de son mieux. Hem, Si la personne autiste, qui est étudiant à l'école, qui est élève d'une école, a une équipe médicale, ça peut vraiment être pertinent de parler des défis qui sont rencontrés à l'école à cette équipe médicale, que ce soit des psys, des ergothérapeutes, des choses comme ça, mais en même temps, j'ai conscience que c'est sûrement déjà le cas. Si quelqu'un est en galère à l'école et qu'il a un psy, je pense qu'il parle déjà à son psy. Donc j'ai pas une infinité de suggestions à donner à ce niveau-là. Pas hésiter à se tourner vers des outils qui peuvent, améliorer l'aspect sensoriel des choses. Ça peut être des lunettes de soleil, pas trop teintées, mais qui vont peut-être adoucir des néons. Ça peut être, des casques anti-bruit, des choses comme ça. Essayer de voir si, juste au niveau sensoriel, on peut pas un peu alléger la charge. Mais le système est imparfait et de nouveau, je pense qu'à l'échelle individuelle, c'est très compliqué d'agir dessus. Là, j'ai pas une infinité de suggestions. Le plus possible, éviter de rester seul face à son problème, essayer de rejoindre des gens qui connaissent le problème, voire qui ont le même s'ils nous fournissent pas de solution, de pas se sentir seul, de savoir qu'on est plusieurs, ça aide énormément. Et d'après toi, pourquoi il est si important de respecter les surcharges sensorielles? Et bah, parce que sinon elles empirent. C'est-à-dire que si je prends l'exemple d'une personne qui est dans disons dans un grand magasin et qui se rend compte qu'il est pas terrible, que c'est un début de surcharge sensorielle, juste lui dire, «Hey, arrête d'être bizarre, redresse-toi, ça va, tu peux attendre 10 minutes, on va bientôt finir», qui peut être dit avec agacement comme ça peut être dit avec douceur, hein, mais l'idée de en gros, «Hey, je vois que tu es en surcharge sensorielle, mais fais un effort»,
c'est un peu illusoire. C'est comme dire à quelqu'un: «Je vois bien que tu t'es pété la cheville, mais bon, tu peux bien marcher encore 30 mètres, quoi». Bah, est-ce qu'il peut? C'est pas une évidence du tout. Donc oui, si on ne respecte pas la surcharge sensorielle, on prend le risque de l'aggraver et plus on l'aggrave, bah, moins la personne va être capable de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible de finir plus ou moins effondré, en étant incapable de parler, en étant à peine capable de bouger, en sachant plus trop réagir et pour se remettre de ça, il faut un délai d'autant plus long parce que vraiment c'est très, très fatigant, c'est très traumatisant même, on pourrait le dire. Pour l'organisme, pour le cerveau, pour la personne, se sentir complètement dissocié et otage d'un corps qui répond pas et qui envoie des signaux contradictoires et qui font peur dans tous les sens, c'est pas amusant. Je le recommande à personne. Mais Donc au-delà de ça, je pense que aussi, c'est pas que le côté de ce qui va se passer si on ne respecte pas la charge sensorielle, c'est ce qui va se passer si on la respecte. C'est-à-dire que là, je pense qu'on va pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes et finalement accomplir beaucoup plus de choses. oui, oui, absolument et c'est pour ça que je pense aussi que tout ce qui est surcharge sensorielle, il y a la gestion de crise où, OK, à l'instant T, il y a une surcharge, très bien, qu'est-ce qu'on fait? Mais il y a aussi tout le travail en amont qui est la prévention. Qui est de si on se rend compte que, tu vois, si moi je me rends compte que je suis constamment en surcharge sensorielle chaque fois que je vais chez Ikea, à un moment il est peut-être temps que je me dise: «OK, il faut que j'arrête d'aller chez Ikea. Tant pis pour les peluches quoi, il faut que il faut que j'arrête». Parce que c'est une situation où je peux pas être en sécurité, où je peux pas être parce que mon cerveau le gère juste pas. Donc on peut tenter des tactiques si on se rend compte que, bah, la personne, elle doit toujours aller dans cet endroit, hein. Je repense à l'exemple de l'étudiant qui doit aller au lycée. Il y a peut-être des tactiques à mettre en œuvre pour, adoucir la charge sensorielle. Mais des fois, il y a juste des situations qui vont déclencher des surcharges, quoi qu'on fasse. Et dans ce cas-là, c'est pas du tout une fuite ou une défaite de se dire: «Eh ben, on va pas aller dans cette situation». Et ça va permettre, comme tu dis, bah, que la personne, en fait, elle soit juste moins souvent épuisée, moins souvent dans une situation qui est vraiment nocive pour elle et pour son cerveau et son corps, et donc soit capable de donner le meilleur d'elle-même, soit capable d'être plus fluide dans d'autres aspects parce que la surcharge sensorielle, c'est vraiment quelque chose de compliqué, tu vois? Moi, comme beaucoup d'autistes, je pense que j'ai passé les premières années de ma vie à être constamment en train de flirter avec cet état, simplement parce qu'on n'avait pas le vocabulaire à mettre sur les choses et qu'on ne se rendait pas vraiment compte qu'il y avait une alternative. Mais une fois que tu arrêtes, tu découvres des trésors d'énergie et de souplesse mentale dont tu ne savais pas qu'ils étaient là, simplement parce que tu as arrêté de te tirer dans le pied constamment. On arrive à la fin de ce podcast, Julie. Est-ce que tu aurais une dernière chose à dire aux personnes autistes qui nous écoutent actuellement? Je reviendrai un peu sur ce qu'on a déjà dit, qui est cette idée de connexion aux autres. Les personnes autistes ont pas une absence de besoin de lien social, loin s'en faut. Même quand on est, introverti, le lien social, ça reste quelque chose qui est nourrissant et qui est très pertinent et je veux dire, les humains, c'est des créatures vachement sociables à la base. Et donc, si en tant que personne autiste, vous êtes la seule personne autiste que vous connaissez et que vous avez l'impression qu'entrer en communication avec quiconque, c'est vraiment la croix et la bannière, vraiment, je vous suggère d'essayer de parler à d'autres personnes autistes. Ça peut être en ligne, ça peut être en visuel, c'est comme vous le sentez. Mais tentez vraiment ce type de connexion, exclusivement avec des personnes qui ont le même neurotype que vous, au moins dans un premier temps et je pense vraiment que vous allez découvrir des trucs vraiment chouettes. Il y a des associations qui en général sont géographiques. Il y a, des groupes d'aptitude sociale qui sont souvent avec d'autres personnes autistes. Il y a quand même des dispositifs qui existent. Bien sûr, il y en a pas assez, je suis la première à le dire, mais on n'est pas sur un désert total non plus. Tentez vraiment de vous connecter avec des personnes qui pensent comme vous, qui fonctionnent comme vous et vous allez voir que ça va pas être miraculeux, tous vos problèmes vont pas disparaître du jour au lendemain, mais se sentir épaulé, se sentir comme faisant partie d'un groupe et d'une communauté qui a vos intérêts à cœur, ça change vraiment le regard qu'on a sur le monde et pour un mieux. Franchement, ça ne vous fera que le plus grand bien. Donc on peut être autiste et épanoui finalement. Regarde-moi! Oui, oui, bien sûr, on peut être autiste et épanoui et la définition de l'épanouissement, elle est variable selon chaque personne et tant mieux, mais on peut tout à fait être autiste et content de sa vie. Ouais. Merci beaucoup Julie d'avoir partagé ton expérience et pour tous ces précieux conseils. Merci à toi. N'hésitez pas à visiter notre blog où vous pourrez retrouver Julie dans ses écrits. Et surtout, n'hésitez pas à partager ce podcast qui a été fait avec Julie Bouchonville pour la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.